Je vais inviter Monsieur le maire pour sa présentation. Bonjour et merci de votre accueil à un petit Belge que je suis. Petite Belgique et petit Belge. Je vais vous parler du travail thérapeutique de réseau soutenu par la clinique de concertation et la thérapie contextuelle qui se développe aujourd'hui sur la Belgique, la France, l'Italie, la Suisse, l'Algérie et le Mali. Vous trouverez des indications sur les références bibliographiques sur le site www.concertation.net ainsi que le calendrier des actions. Si vous passez par ces pays-là, vous êtes bienvenu comme intrus dans les cliniques de concertation. Pendant 5 ans, la spécialisation en psychiatrie, j'ai été dressé à travailler dans l'alcôve. J'ai été dressé à fermer régulièrement une porte qui garantissait qu'on n'entende rien de ce qui se disait dans le cabinet de consultation, dans la salle d'attente et vice-versa, qu'on ne voit rien non plus de ce qui se passait de part et d'autre de cette porte. Et donc j'ai été dressé au colloque singulier, à la consultation. Et j'ai été engagé en 1983 dans ce qui correspond ici à un CLSC, et c'est comme si j'étais projeté sur la place publique. Je n'avais pas de bureau. Pendant 15 ans, j'ai travaillé comme psychiatre sans bureau dans ce service. J'étais un itinérant, je squattais le bureau des autres, et puis surtout, je me rendais dans les écoles. Déjà à l'époque, l'idée était plus de porter les ressources sur le lieu des détresses plutôt que de vouloir à tout prix que les détresses entrent là où sont les ressources. Et puis, de cette violence de projection sur la place publique, on s'est rendu compte qu'on pouvait distinguer différents dispositifs de travail thérapeutique de réseau, la clinique du relais, la concertation clinique et la clinique de concertation, qui est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que les membres des familles nous rejoignent dans les discussions des situations de familles, d'individus ou de familles en détresse multiple. Ce que nous connaissons dans nos pays, c'est que malheureusement, lorsqu'on comprime les situations dans des échelles trop étroites, on fabrique des bombes et on retrouve ces situations bien souvent dans la presse, dans les médias ou au tribunal. Alors, dans ce travail, je me suis souvent retrouvé dans cette situation-ci, une situation moi-même de détresse où les points d'appui, la psychanalyse, la thérapie, l'approche systémique, la TCC ou l'approche de Rogers, j'avais beau battre des pattes, je ne trouvais pas d'appui. Et l'idée, ça a été de renoncer à vouloir détacher les ballots et de serrer la maman dépressive, le papa ayant une relation privilégiée avec l'alcool, un jeune homme dans les mains de la justice, un enfant, et de se dire que plutôt pour rééquilibrer l'attelage, on devait travailler en attelant plusieurs mulets. Le problème pour ceux qui connaissent les mulets, les ânes, c'est que quand on les attelle ensemble à une même charrette, chacun veut faire son chemin. Et donc, c'est pas une chose facile. Alors, on s'est doté d'un outil qui est un outil fondamental dans la clinique de concertation et qui s'appelle le sociogénogramme. On s'est rendu compte après qu'on associait des expériences anciennes de Jacobs Lévy-Moreno qui avait fabriqué des sociogrammes et puis bien sûr le génogramme que tous les thérapeutes de famille connaissent. On a mis un code assez simple de couleurs. On représente en noir ceux qui vivent ensemble. On représente en vert ceux qui travaillent ensemble, même quand ils ne savent pas qu'ils travaillent ensemble. Mais les membres de la famille savent, eux, que les services travaillent ensemble. Ils ont toujours quelques longueurs d'avance sur nous. Des flèches bleues pour représenter les interactions entre ceux qui vivent ensemble. Des flèches oranges pour souligner les nombreuses flèches qui vont vers les familles et qui leur expliquent, qui leur suggèrent, qui les contraignent à vivre à la façon dont nous pensons qu'ils doivent vivre. Des flèches rouges pour noter les activations par lesquelles nous sommes mis au travail et les flèches vertes
pour noter ce qui se passe entre ceux qui travaillent ensemble. Ça peut être fatigant, et là vous avez ici un clinicien de concertation fatigué, après la représentation d'un échantillon d'un réseau à Trieste en Italie, qui est le berceau de l'antipsychiatrie, et où avait eu lieu le 18e séminaire international de clinique de concertation. Et c'était un séminaire en l'honneur de Franco Basaglia, qui avait, en Italie, participé à la fermeture des asiles. Plus récemment, on a ici un sociogénogramme réalisé dans une formation au sociogénogramme et au travail thérapeutique de réseau soutenue par la clinique de concertation et la thérapie contextuelle, le mardi 4 juin, à Longueuil. Et c'est un premier sociogénogramme réalisé avec un papa et... non, ceci c'est un échantillon du réseau où les professionnels se sont présentés pour représenter la carte de ce réseau. Ici, nous sommes mercredi 5 de la semaine dernière, où un papa et son fils nous ont rejoints pour travailler avec nous, pour nous aider à progresser dans le travail thérapeutique de réseau. Vendredi 7, une maman et ses 3 enfants, dont 2 bénéficiaient d'un diagnostic d'autisme, nous ont rejoints et on a eu la collaboration du plus jeune qui nous a apporté un dessin à insérer dans le sociogénogramme. Le voici venant aider le clinicien de concertation à progresser dans les écheveaux des communications qu'entraîne une famille en détresse multiple. Quand j'ai commencé à travailler dans ce CLSC il y a une trentaine d'années, on s'est rendu compte que 75% des situations absorbaient 25% de notre énergie, c'est-à-dire des situations relativement qui répondaient à nos demandes et donc dans lesquelles un rapport conforme s'installait, mais que 25% des situations absorbaient 75% de notre énergie. C'est eux qui nous intéressent. C'est avec eux qu'on peut progresser, c'est eux qui détiennent les clés d'une évolution des réseaux, du travail thérapeutique de réseau. La clinique de concertation s'appuie de manière très importante sur les travaux d'Ivan Bozor-Meninagi, un psychiatre hongrois qui a émigré à Philadelphie, et qui dit que l'essence de la thérapie et de tout rapport humain est d'augmenter la capacité de s'impliquer et d'avoir confiance. Mais les manières d'implication sont parfois très paradoxales. Et lors d'une clinique de concertation à Issy-les-Moulineaux, dans la banlieue sud de Paris, Nancy Pérez, qui est une dame d'origine sud-américaine, qui travaille avec les jeunes gens qui viennent de loin et qui sont passés par des étapes difficiles, dit « ça reste un peu flou pour moi, dans la mesure où, quand nous sommes appelés à intervenir, nous rencontrons plutôt une non-adhésion, un refus. » Je lui ai dit, pour nous, la non-adhésion et le refus sont des voies très activatrices. Nous nous intéressons à la personne a été, ailleurs que là où nous sommes, que là où nous l'attendons. Et en étant à la fois sur 2 lieux, elle a donc déjà fédéré le lieu où nous l'attendons et ce lieu où elle l'est. Et ainsi de suite. Effectivement, c'est une gymnastique pas simple dans notre culture basée sur l'analyse de la demande. Si je suis sollicité, c'est par le circuit des activations faites dans le réseau. Nancy Pérez répond, cela requiert une intuition pour décoder cette demande à l'envers. Et c'est Nancy Pérez qui invente cette notion de demande à l'envers qui permet d'éviter cette expression trop souvent employée de non-demande ou d'absence de la demande. Et cette demande à l'envers est devenue quelque chose d'extrêmement important dans notre travail, devant des situations où on a l'impression, dit-elle, d'être refusé. Si je suis devant un jeune qui ne veut pas me voir, qui ne vient pas au rendez-vous, comment maintenir 3 petits points, dit-elle? Ça se fait en suivant les flèches. Cela demande cette capacité au travail social. Alors on va aller en 96, une situation qui a été élaborée sous forme de sociogénogramme, dans laquelle
on accumule quelques demandes à l'envers. C'est la situation, notre situation, c'est LSC. Nous attendons Franck, il a 14 ans et il n'est pas au rendez-vous. Alors on doit se demander, nous n'attendons pas tous les jeunes gens de 14 ans de Flémal, de cette petite ville, à notre consultation. Si nous l'attendons, on va remonter les flèches comme les saumons, de la pointe à l'origine. Nous l'attendons parce que le pédopsychiatre de l'hôpital, ah ben tiens, il a été mis dans la même situation que nous, d'attendre Franck qui ne venait pas. Alors comment est-il sollicité? Comment attend-il Franck? Il attend Franck parce que le psychologue scolaire a été lui-même activé par l'enseignant. Et là, on va trouver cette flèche rouge. Franck, 14 ans, ne va plus à l'école. Il consomme des produits dont il fait d'ailleurs commerce. Il a des traces il se fait du mal lui-même, il a des traces d'automutilation. L'enseignant, Franck ne demande rien, mais l'enseignant est activé par Franck. Franck active ce réseau d'aide, d'éducation, d'aide, de soins. Et quand nous sommes dans cette situation, malheureusement, les cliniciens risquent de se retrouver devant le refus de l'offre et la rupture du lien dans des cliniques de la consternation. C'est quelque chose de dangereux. C'est dangereux pour le praticien parce qu'il se replie sur lui-même. Et comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on a inventé des catégories de pathologies. Donc il est dans le burn-out, c'est nettement plus pratique que de remettre le fonctionnement des réseaux en question. Franck est un activateur puissant de réseaux. Et Franck ne fait pas non plus les travaux d'intérêt généraux qui lui ont été prescrits par le juge qui a été activé, qui a imposé ces travaux et qui a été activé par l'intermédiaire du procureur du roi chez nous, par les services de police, puisque Franck a ses activités non seulement dans l'école, mais aussi autour de l'école, où la police de proximité veille à la sécurité des jeunes gens. Et Franck ne répond pas aux convocations du juge. Alors, on va voir que dans cette activation, Franck peut apparaître évidemment comme un jeune homme vulnérable, mais c'est aussi un formidable activateur de réseau. Aujourd'hui, en France, nous avons des commissions interministérielles, et pour la Belgique, là, Franck réussit à mettre au travail au moins 5 ministères différents. On a beaucoup de ministères en Belgique. Et lorsque les professionnels se rencontrent entre eux dans les situations de détresse multiple, lorsque eux-mêmes sont, comme je le suis dans la position du mulet, c'est que bien souvent ces réunions tournent à des cliniques de la lamentation. C'est beaucoup moins dangereux de se lamenter ensemble. Au moins on n'est plus seul et on peut dire Franck n'est jamais là où on voudrait qu'il soit. Et on peut se plaindre des manques de moyens, et on peut se plaindre... je comprends un certain ricanement, mais du point de vue de la santé des professionnels, les cliniques des lamentations ne sont pas inutiles. Alors, nous sommes un service, un CLSC, oui, un CLSC qui était une trop petite équipe pour pouvoir faire découper les familles en adolescents, adultes, enfants, vieillards, etc. Donc, on était formé à la thérapie familiale, on ne faisait pas nécessairement de la thérapie familiale, mais on était toujours attentif à cette dimension, et donc nous n'avons pas scindé, et nous recevons tout autant des jeunes gens que de jeunes adultes ou que des enfants petits. Je vous prends une autre situation, et j'accélère un peu. Sonia... Nous appelons l'ambulance parce que Sonia vient chez nous en situation d'intoxication d'héroïne. Elle n'est pas en mesure de participer à l'entretien. Elle nous a été orientée par le Centre public d'action sociale de la commune où je travaille, dont je suis salarié. Et ce centre a été activé par l'hôpital psychiatrique que Sonia a quitté contre avis médical. Hôpital psychiatrique qui avait été activé par l'hôpital général, activé par le service des urgences, activé par le médecin généraliste,
qui est activée par Sonia elle-même lorsqu'elle sent qu'elle a poussé un peu trop loin la consommation de médicaments, d'héroïne, d'alcool, etc. Sonia a 18 ans en 1996. La situation d'une grand-mère, une grand-mère ne vient pas aux rendez-vous qui lui ont été conseillés pour sa petite fille. Elle n'ouvre pas non plus aux travailleuses familiales, aux aides familiales qui se présentent chez elle. Et les aides familiales, elles ont une capacité diagnostique inimaginable. Elles savent déterminer si une porte devant laquelle elles sont est fermée avec quelqu'un derrière ou une porte fermée avec personne derrière. Et là, la personne est derrière et elle n'ouvre pas. Et c'est quelque chose de très douloureux pour quelqu'un qui se déplace pour venir aider, pour venir faire la soupe, pour venir entretenir un logement qui n'est pas toujours facile à entretenir. Cette aide leur a été prescrite par ce même service social qui a été activé par le service d'aide à la jeunesse, qui a été activé par l'inspection médicale scolaire, qui a été activé par une enseignante, activé par Laetitia qui a 4 ans en 1996. Sa maman est décédée, son papa est introuvable, son grand-père aussi. Elle vit avec sa grand-mère et une grand-mère qui a des habitudes, qui a une relation privilégiée à l'alcool. Alors, on peut faire ceci. Ce qui se passe dans notre centre, c'est que les dossiers vont rendre compte du fait que Franck, c'est le frère de Sonia, c'est l'oncle de Laetitia, que la grand-mère de Laetitia, c'est la mère de Franck et Sonia. Et donc on va entrer dans une complexité exponentielle qui nous fait entrer dans la clinique de la confusion. Quand vous avez des sociogénogrammes comme ceux que nous avons pu réaliser la semaine dernière à Longueuil. Et on va mettre en application des principes régulateurs de la clinique de concertation. Il y a bien sûr des contraintes, flèche orange. La grand-mère va se retrouver dans une situation où si elle ne répond pas à nos exigences, celle qu'on la voit avec Laetitia toutes les 6 semaines, mais en lui en insistant sur le fait qu'elle vienne avec toute personne dont elle estime la présence utile. Et notre surprise, c'est qu'à 9h du matin, pour des rendez-vous qui sont centrés sur Laetitia, Franck est présent. Il nous dit, pour moi, vous savez, moi je fais mon business, alors vous me foutez la paix avec vos histoires de psychologue, de machin, etc. Je connais ma destinée, ma sœur aînée, on a vu sa destinée, je la connais, elle est décédée d'abus de médicaments et d'alcool. Alors, foutez-moi la paix. Par contre, je vais parler un peu vulgairement, si je peux vous aider à être moins con avec ma nièce, alors ça vaut la peine que je sois là. Et s'établit un contact avec Franck qui nous autorise, c'est un gamin qui avait des talents au niveau du football, il ne les a plus, sa santé ne lui permet plus, mais il nous autorise avec lui à aller sur le bord du terrain de foot, du soccer, pour rencontrer son entraîneur qui a des choses intéressantes à nous dire sur Franck, et petit à petit sur le bord du terrain de football s'établissent des contacts intéressants avec Franck. Alors on a été aidé, oui, alors ça c'est un peu évidemment cocorico, hein, clinique de concertation, c'est que quand on entre dans la clinique de concertation, on va devoir changer pas mal de choses, et c'est ça que nous faisons dans les formations, dans les sensibilisations. D'abord, renoncer à considérer le tiers demandeur avec méfiance, de ne plus le considérer comme quelqu'un qui nous passe la patate chaude, mais comme un collaborateur, quelle que soit son identité dans le travail thérapeutique de réseau. D'accepter de travailler dans des zones de recouvrement, c'est-à-dire de ne plus être dans la déclamation sur la façon dont nous remplissons nos missions, mais qu'on puisse travailler avec quelqu'un qui met les pieds dans notre plate-bande et qui vient voir que fait un psychiatre derrière sa porte capitonnée, et nous-mêmes psychiatres, ou n'importe quel intervenant, pouvoir entrer dans l'école et voir comment se déroule une réunion dans la salle des profs. Il va falloir qu'on change des habitudes, en tout cas pour moi, médecin, quelque chose d'assez difficile, c'est de continuer, bien sûr, à voir les déficits et les pathologies, mais aussi d'apprendre à diagnostiquer les ressources résiduelles, celles qui s'inscrivent sur un fond de désastre. Et puis le plus gros morceau,
c'est de renoncer à traiter un sujet aussi délicat que la sélection, la transformation et la circulation des informations utiles, de renoncer à traiter un sujet aussi vaste par une action, par une notion aussi réduite et aussi réductrice que le secret professionnel. C'est le plus gros morceau dans les formations, de transformer cette habitude du secret professionnel. Et on a été aidé dans notre travail par un philosophe, Patrice Maniglier, qui avait ce commentaire à propos de Franck. Il dit « Franck contribue dès lors à une dynamique de transformation de la situation. Ainsi, à un problème admirablement terre-à-terre, les cliniques de concertation apportent elles-mêmes une réponse admirablement pragmatique. Créer des espaces relativement neutres, permettant aux différents individus engagés à un titre ou à un autre, voire sans titre, hein, c'est la position que vous aurez si vous venez faire les intrus dans nos cliniques de concertation en Europe, ou peut-être ici dans l'avenir, de se retrouver, voire sans titre simplement parce qu'ils se sentent concernés, de se retrouver de sorte à potentialiser ainsi les dynamiques positives qui tiennent à ce que les uns sont prêts à faire pour les autres et non pour soi. Bref, mettez les problèmes ensemble et vous trouverez une solution. C'est en additionnant les problèmes qu'on les résout. Merveilleuse arithmétique de cette clinique, c'est donc un problème d'ingénierie du travail social, de tuyauterie des institutions de prise en charge. Le clinicien de concertation est une sorte de plombier un peu bizarre qui vient raccorder des canalisations orphelines et réagencer un réseau qui ne conduit pas ses flux là où il pourrait circuler. Il s'agit même d'un problème presque d'économie de l'État social qui concerne l'efficacité des dispositifs de prise en charge. Et c'est d'ailleurs de ce point de vue économique que le docteur Lemaire demande qu'on évalue ces dispositifs. J'attends qu'on évalue ce que ça coûte et ce que ça rapporte de travailler de cette façon. On a encore une fois Bozor-Meninagi qui nous aide, hein, qui nous dit que par contexte, on entend le fil organique entre ceux qui donnent et ceux qui prennent, qui forment une toile de confiance et d'interdépendance. Le contexte humain étant les relations actuelles d'une personne autant à son passé qu'à son avenir, il est constitué de la totalité de tous les grands livres d'équité dans lesquels les mérites et les obligations de telle personne sont enregistrés. Son critère dynamique relève de la considération due et non de la réciprocité de donner et prendre. Si on applique cela, on peut bien sûr l'appliquer dans le système familial, hein, dans les relations d'affiliation, dans les relations de filiation. Et à l'intérieur de la famille, ces enjeux se déroulent, hein, dans flèche bleue. Et puis par ces flèches oranges et rouges, ces enjeux vont activer le réseau et transmettre l'énergie au réseau. Et on verra aussi que dans les liens professionnels, si nous voulons respecter les services, les institutions, les partenaires, là aussi nous avons dans l'histoire des filiations et des affiliations. Et en fait, les deux fonctionnent dans des rapports d'induction qui se concrétisent dans les cliniques de concertation. Je vais passer cela pour reprendre Patrice Maniglier qui dit que l'une des grandes vertus des cliniques de concertation est précisément d'avoir quelque sorte conjuré cette tentation de la totalisation à son dispositif. On ne va pas d'une totalité, l'individu en étant une à une autre, la famille, la société, mais on laisse précisément les relations déterminer elles-mêmes, localement, leur propre extension. On peut bien déplacer l'espace du problème, mais on ne peut le faire que de proche en proche. De proche en proche, c'est le livre sur la clinique de concertation qui a été écrit à partir de l'expérience de Tizi Ouzou en Kabylie, en Algérie, par voisinage, en rajoutant une relation sans jamais sauter au niveau du tout. Comment est-ce que ça se passe ? Comment une famille peut-elle nous rejoindre comme elles l'ont fait à 2 reprises la semaine dernière à Longueuil ? C'est d'abord dans des réunions telles que celles dont on a entendu parler le docteur Rousseau, c'est-à-dire des réunions entre professionnels, c'est d'avoir cette petite expression de pouvoir dire à un partenaire, sans que ce soit sur le mode de reproche, mais de pouvoir dire, tiens, est-ce que tu dirais les choses comme ça si les membres de la famille ou si les partenaires étaient là ? Hein, pour les membres de la famille, c'était relativement facile. Par contre, c'est beaucoup plus difficile pour les partenaires, hein, de parler. Alors,
si on doit tenir compte des absents, ceux qui ne sont pas là quand nous parlons d'eux, alors on va aller vers la famille, comme le disait le docteur Rousseau, pour leur demander que ne voulez-vous pas que l'on dise de vous? Mais ça ne suffit pas, parce que l'élimination des catégories du mal n'a jamais produit du bien. Et donc il faut ajouter, lorsqu'on rencontre les familles, les membres des familles, c'est surtout que voulez-vous qu'on dise de vous? Et c'est une expression un peu moyenâgeuse qui nous vient d'Algérie, c'est qu'on va transformer la sélection des informations et sélectionner les informations qui font honneur plutôt que celles à laquelle j'ai été habitué comme psychiatre à rechercher, qui seraient plutôt des informations qui font honte. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on va vers les familles et qu'on manifeste cette préoccupation de parler d'eux avec tact et délicatesse, c'est qu'ils nous disent, mais écoutez, si vous avez tellement de préoccupations, savoir ce qu'il ne faut pas dire de nous, ce qu'il faut dire de nous, vous ne croyez pas que ce serait plus facile si on était là? Hein? Alors on leur dit, ben oui, et venez avec toutes les personnes dont vous jugez la présence utile. Et donc ils peuvent venir, les habitants de la rue chez nous sont très souvent accompagnés par des chiens, eh bien les chiens sont les bienvenus aux cliniques de concertation. Et nous avons des travailleurs sociaux qui sont parfois, ont développé des phobies par rapport aux chiens. Et bien là, on soigne la phobie des travailleurs sociaux vis-à-vis des chiens, parce que les chiens sont d'une tranquillité extraordinaire. Le nombre de bébés qui sont toujours en période d'allaitement, qui ont participé à des cliniques de concertation et qui s'endorment aux cliniques de concertation, aujourd'hui, pour moi, les enfants qui souffrent de TDA, H, etc., sont des enfants qui s'endorment en clinique de concertation. Une fois que tous les intervenants sont là, ceux qui sont plutôt pour tel diagnostic, pour telle nuance de diagnostic, pour tel traitement, médication, pas médication, hypothérapie, orthophonie, etc., etc. Une fois que les gens se mettent à discuter entre eux de manière relativement sereine, que les conflits ouvrent des dialogues, eh c'est marrant, les enseignants disent « mais c'est pas le même enfant, il s'endort ». Et puis, la chose très spécifique des cliniques de concertation sur l'équilibre du donner et des prendre, c'est de pouvoir, comme on le fait de manière rituelle, mais aussi dans le détail. Non, ceci, c'est de dire aux familles que le système est donnant-donnant. C'est que les membres des familles viennent avec toutes les personnes dont elles estiment la présence utile, mais que nous aussi, nous ayons cette possibilité, jusqu'à l'ouverture à des intrus, la place que vous pourriez occuper dans les cliniques de concertation. Et le dernier point qui est extrêmement important, c'est de remercier les membres des familles de manière très claire pour la redevabilité que nous avons, parce que, comme l'a dit ma confrère, nous travaillons plus autour d'eux, mais avec eux, et nous irions jusqu'à pousser grâce à eux. Même si nous sommes parfois fatigués, irrités, c'est grâce à eux que le travail thérapeutique de réseau peut progresser. J'avais une autre diapositive, manifestement, elle l'a sautée, et c'était le mot de remerciement de Patricia, qui nous a rejoint vendredi dernier, et qui avait une expression 2 heures après la clinique de concertation. Elle disait qu'elle avait été... C'est une dame, quand je lui ai demandé, mais à l'âge de votre fille, elle a 16 ans, sa fille, à l'âge de votre fille, qu'est-ce que vous faisiez? Elle m'a répondu dans un télescopage incroyable. À l'âge de ma fille était dans mon ventre. À 16 ans, je lui ai demandé, mais et dans votre famille, qu'est-ce que vous aviez comme responsabilité? J'étais la sœur aînée, ma mère était déficitaire, je me suis occupé de mes frères et sœurs. Et cette célébration de la force de Patricia a été en retour souligné par un texto qu'elle a envoyé aux travailleurs de proximité qui avaient organisé cette clinique de concertation pour la remercier d'avoir réuni tous ces petits bouts de société, dit-elle, hein, et qu'elle y voyait un espoir de changement et elle nous encourageait à continuer. Merci.